c'est indéniable que c'est une réalité sociologique. Bon, ça c'est vrai qu'il y a eu il y a une transformation d'une partie de l'armée qui fait qu'aujourd'hui, dans les unités de combat, à peu près un tiers des soldats des unités de combat sont des soldats sionistes religieux, donc qui ont la kippa sur la tête. Donc ça c'est vrai. De la même façon, les diplômés des lycées religieux constituent désormais près de 2/3 des effectifs des cours pour officiers d'infanterie. Donc il y a une réalité de la montée sociologique des religieux, je dirais presque à toutes les échelles de la hiérarchie, à l'exception vraiment des échelons supérieurs de l'armée, où il y a eu, ils sont aussi montés dans les échelons supérieurs, mais en proportion moindre. Bon, une des explications qui est souvent donnée, et qui sans doute a une part de vérité, c'est que aux échelons vraiment supérieurs de l'armée, il est très difficile de conjuguer un engagement plein dans l'état-major, par exemple, avec les pratiques religieuses. C'est compliqué, disons, parce qu'il faut être opérationnel, je dirais, 24 heures sur 24, en gros. Hein. Donc, ça freine un petit peu de facto, je dirais, l'ascension des religieux, vraiment au niveau de l'état-major, même s'il y a aussi une pénétration, mais elle est proportionnellement moindre qu'au niveau, disons, intermédiaire de l'armée. Donc évidemment, quelque part, c'est dans le contexte. Hein, c'est dans le contexte. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit en tant que tel un élément qui rentre en ligne de compte dans les prises de décision de l'échelon politique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a cette réalité sociologique qu'un gouvernement X, Y ou Z va s'interdire de faire ci ou ça. Ça, je ne pense pas que ça joue. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'évidemment, comme cette mouvance a des relais à l'intérieur du gouvernement, hein, il y a des ministres sionistes religieux, en tous les cas dans le gouvernement actuel. Évidemment, ces ministres vont plaider généralement contre une logique de compromis territorial, puisque ce n'est pas du tout l'idéologie qu'ils partagent. Donc en ce sens-là, ils rencontrent les préoccupations d'une partie de ces soldats. Mais je dirais c'est indirectement que ça se passe. Hein. Je veux dire, c'est pas, ça, encore une fois, ça ne rentre pas dans les calculs au niveau de la prise de décision des gouvernements. C'est vrai qu'il y a eu des phénomènes d'insubordination au cours de l'année écoulée. Bon, en particulier un bataillon dont certains membres, lorsqu'ils ont prêté serment au mur occidental à Jérusalem, ont brandi une banderole en disant qu'ils n'étaient pas disposés à évacuer éventuellement des implantations en Cisjordanie si on le leur demandait. Donc qu'il y ait dans certains secteurs ou dans des unités où il y a des soldats religieux, qu'il y ait disons, des dynamiques de contestation d'ordre éventuel d'évacuation, ça existe, ça c'est juste. Mais en même temps, je pense que l'expérience du désengagement de Gaza en 2005 montre que, dans le fond, si l'armée comme institution gère de façon intelligente les ordres d'évacuation, il n'y a pas d'insubordination. Bon, il y en a eu un petit peu à Gaza, mais très très limité et sans commune mesure avec ce que certains prédisaient à l'époque. Alors, une des raisons, c'est que tout simplement, en effet, l'état-major a géré ça de façon intelligente, c'est-à-dire que les troupes qui ont été mises en contact avec les colons qu'il fallait évacuer n'étaient pas des troupes où il y avait des soldats religieux, c'est aussi simple que ça. Donc, les soldats religieux, ils étaient plutôt dans le deuxième, voire dans le troisième cercle de l'armée qui entourait Gaza, et donc dans le risque d'insubordination, je dirais, il était beaucoup plus limité parce qu'il n'était pas en contact avec les personnes à évacuer. Donc, je veux dire, si l'état-major applique le même type de règles en Cisjordanie, je pense que les risques d'insubordination seront plus limités. Même si, évidemment, ça dépendra de ce qu'on leur demandera de faire. C'est-à-dire de l'échelle éventuelle d'une évacuation. Parce que là, à Gaza, on parle il y avait à peu près 5000 habitants, plus les personnes qui étaient venues de l'extérieur, donc disons au maximum le double
à peu près 10 000 personnes avec les manifestants. Bon, c'est sûr qu'en Cisjordanie, ça pourrait se passer à une échelle plus grande. Et donc là, le risque, il serait accru, ça c'est évident. Donc ce serait évidemment plus compliqué à gérer, ça je crois qu'on peut le dire. Mais on ne peut pas garantir non plus qu'inévitablement, il y aura une insubordination massive. Encore une fois, ça dépendra vraiment de la façon dont l'état-major gère la chose. La désaffection, elle est relative. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, les données dont on dispose sur la volonté d'engagement, par exemple, dans les unités d'élite, l'armée a beaucoup plus de demandes que de postes à offrir. Donc de toute façon, il y a un patriotisme qui n'est pas seulement vrai chez les sionistes religieux, mais qu'on retrouve aussi dans la population générale. Donc ils n'ont aucun problème pour remplir les unités d'élite. Cela dit, c'est vrai quand même qu'il y a eu une certaine désaffection, en particulier dans les milieux de la gauche laïque, c'est-à-dire que la volonté d'engagement est certainement moindre aujourd'hui qu'elle n'était il y a 30 ans. Ça, c'est sûr. Alors, pour moi, l'explication, elle est assez simple. C'est que d'une part, évidemment, l'idéal que pouvait porter la gauche sioniste, en grande partie, il est réalisé. Donc, je veux dire, c'était surtout la création d'un État. Alors, bien sûr, pour certains, il y a aussi le kibbutz, comme le disait, je crois que c'était Bettelheim qui disait ça, comme un peu laboratoire de l'utopie. Bon, ça, maintenant, je dirais, cette parenthèse est fermée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, le sionisme de gauche a réalisé ce qu'il voulait réaliser. C'était surtout avoir un État, dans le fond. Donc, il n'y a pas eu d'idéal qui a pu le remplacer. Et en plus, à partir des années 80, la société israélienne, au moins certains secteurs, et surtout ces secteurs-là, surtout les secteurs laïques, disons séculiers, sont rentrés dans une logique un peu d'individualisme qu'on peut trouver aussi dans les sociétés européennes. Et évidemment, les logiques individualistes, elles ne font pas très bon ménage avec les logiques d'engagement dans une organisation qui exige beaucoup, comme l'armée. Donc c'est vrai qu'il y a eu une baisse des vocations dans le secteur sioniste de gauche qui est indéniable, hein, et que, certains, encore une fois, il faut le mettre en proportion, hein, mais c'est vrai que certains ne cherchent plus à faire carrière, certainement pas carrière dans les armes, certains même, parfois, essayent, quand ils le peuvent, d'échapper au service militaire, ce qui était totalement impensable dans les années 70, hein, ça c'est sûr, parce que certains considèrent que ça peut être une perte de temps, qu'il vaut mieux être actif dans le, je sais pas, dans le high-tech ou dans des secteurs porteurs dont Israël s'est fait un peu une spécialité, etc., etc. Et d'ailleurs, l'armée aussi, ça montre que l'armée est quand même une institution où les responsables essayent de s'adapter à ces évolutions, c'est-à-dire qu'une des réponses qu'ils ont apportées, justement, à cette crise des vocations relatives dans les secteurs laïques, c'est qu'ils essayent de faire en sorte que, par exemple, quand même des laïcs continuent à venir, y compris à s'engager, mais en les mettant plus sur des postes où ils peuvent développer leur qualité en informatique ou en recherche nanotechnologie, toutes ces choses, donc qui peuvent être aussi utiles d'un point de vue strictement militaire. Donc l'armée, là aussi, s'adapte aussi face à ce public, finalement, en essayant d'offrir des choses pour les attirer, et ça marche dans une certaine mesure, indéniablement.